D'abord, donc la SCI est un outil de gestion à plusieurs qui va être intéressant notamment pour gérer un patrimoine familial. Alors, les règles de majorité nécessaires pour le vote des décisions des associés sont particulièrement flexibles. Donc, elles sont prévues par les statuts qui fixent des règles de majorité plus ou moins souples selon les décisions à prendre. On peut avoir une majorité simple, une majorité des 2/3, une majorité des 3/4, l'unanimité ou autre. Donc, en cas de divergence entre associés, ça va limiter les risques de forcer, par exemple, à vendre l'immeuble. Contrairement au régime de l'indivision, qui est le régime applicable par défaut à une propriété immobilière à plusieurs, puisque selon le célèbre article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, le partage peut toujours être provoqué. Donc ça signifie que si un co-indivisaire, donc là on est dans une hypothèse de détention directe, pas par l'intermédiaire d'une SCI, mais souhaite faire vendre le bien immobilier et que l'autre n'a pas les moyens de racheter sa part, ou ne justifie pas d'une condition pour avoir une attribution préférentielle si l'autre n'est pas d'accord pour le lui vendre, dans ce cas, il pourra forcer le partage en saisissant le juge et en partant sur un partage judiciaire. De même, il y a une certaine rigidité dans le fonctionnement de l'indivision, puisque la réglementation pour la prise d'acte est prévue par le Code civil, avec pour les actes conservatoires. Donc un acte conservatoire, c'est par exemple décider des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, comme une réfection d'étanchéité, tous les travaux donc, qui vont être nécessaires dans la gestion courante de l'immeuble. Donc ces actes peuvent être entrepris par un indivisaire seul, sans le consentement préalable de ses co-indivisaires. Les actes de gestion d'administration, comme par exemple le renouvellement d'un bail d'habitation, doivent être pris, eux, à la majorité des 2/3 des indivisaires. Enfin, les actes de disposition, par exemple la vente du bien immobilier, donc sauf si la vente est motivée par la nécessité de payer les dettes de l'indivision, auquel cas elle relève de la majorité des 2/3 des indivisaires, une vente qui ne serait pas motivée par cette nécessité doit être décidée à l'unanimité des indivisaires. Donc, on voit qu'on a un fonctionnement quand même beaucoup plus rigide en matière d'indivision que dans le cadre d'une société civile immobilière. Avec toutefois un petit bémol, puisqu'en indivision, donc, on peut se rapprocher des règles de fonctionnement dans le cadre d'une société civile immobilière, mais ça implique de rédiger une convention d'indivision dont la durée est limitée à 5 ans et qui devra faire l'objet d'une publicité au service de publicité foncière, donc ce qui génère un coût supplémentaire. La SCI, donc par rapport à une détention directe, a également pour avantage d'encadrer l'entrée de nouveaux associés par un agrément. Donc ça signifie que si un associé souhaite vendre ses parts sociales, il devra recueillir l'accord préalable des autres associés à la majorité qui est prévue par les statuts. Il existe une exception prévue par la loi en cas de vente des parts sociales à un ascendant ou à un descendant. Mais là encore, les statuts peuvent prévoir le contraire et soumettre cette vente à l'agrément des associés. De même, il est possible que les statuts prévoient que l'agrément ne sera pas nécessaire en cas de vente entre associés ou au conjoint d'un associé, ce qu'on voit régulièrement, donc un cas de dispense d'agrément. Si jamais l'agrément n'est pas obtenu, s'il est refusé, dans ce cas, les associés ont un droit de préférence pour le rachat des parts de leur associé qui sort de la société. Un autre avantage de la SCI est qu'il peut être plus facile de financer son acquisition et d'en partager les coûts. Donc en effet, pour l'achat d'un bien immobilier, le financement peut s'effectuer d'abord par un apport du bien par les associés, donc on en parlait tout à l'heure, dans ce cas, l'intervention d'un notaire est obligatoire. Dans ce cas, les associés reçoivent des parts en contrepartie de leur apport du bien immobilier. Deuxièmement, possibilité également de se faire financer par l'apport des fonds directement par les associés. Donc là, ils apportent de l'argent à la société, à la SCI, qui va inscrire sa dette en compte courant de l'associé, sachant que ce compte courant peut être rémunéré par des intérêts qui vont être versés à l'associé qui a fait l'apport de cet argent à la société. Enfin, le financement peut se faire également par un emprunt bancaire qui va être souscrit par la SCI elle-même.
Donc, dans ce cas, les intérêts d'emprunt vont être déductibles fiscalement. Mais dans ce cas, donc, il faut l'accord unanime des associés pour souscrire un emprunt, puisqu'ils sont solidaires de son remboursement. Avec la difficulté qu'on a vue tout à l'heure en cas d'associés mineurs dans le capital de la SCI, et donc les moyens d'y remédier avec une bonne rédaction des statuts. Et la difficulté également que la SCI ne sera pas éligible aux prêts qui sont aidés et qui dépendent des ressources de l'emprunteur, puisque par essence, donc, elle n'est pas une personne physique. Il faut également savoir du côté des associés donc, que lorsque le bien qui appartient à la SCI est mis à la disposition gratuite d'un associé à titre de résidence principale, donc cet associé pourra bénéficier d'une exonération d'impôt sur la plus-value immobilière comme s'il détenait le bien directement. Par contre, et là c'est un inconvénient, si l'associé doit de l'argent à un tiers, ces parts vont être saisissables par le créancier. Donc ça signifie que le créancier de cet associé va pouvoir saisir les parts et les faire vendre de manière forcée pour se faire rembourser sa dette. Ce qui n'est pas possible, par exemple, dans le cas d'une indivision, en tout cas pour la résidence principale, puisqu'il y a un principe d'insaisissabilité de la résidence principale, donc qui évite cette saisie. Donc on voit quand même globalement que la SCI permet d'éviter, entre guillemets, la précarité du régime de l'indivision et de mutualiser les coûts. Donc ça, c'est le premier avantage, donc un outil de gestion à plusieurs.